J'ai cru comprendre aussi que vous reprochiez à l'Europe cette idée un peu de juste retour, c'est-à-dire on lui donne plus que ce qu'elle nous rend, un peu c'est aussi l'argument du Rassemblement national. Sauf erreur de ma part, on donne plus de 11 milliards d'euros à l'Europe, mais en fait elle nous en renvoie beaucoup plus par la politique agricole commune, par également des investissements, etc. Donc ça c'est le premier point. Je voulais que vous nous expliquiez, parce qu'en réalité on reçoit plus que ce qu'on donne. Ça c'est la première chose. Non, alors ça, je me permets de vous interrompre tout de suite, c'est le contraire exact de la vérité. Déjà, il y a 9 milliards qui revient à la PAC sur 11 milliards qu'on donne. Et non, après... on ne donne pas du tout 11 milliards. On donne sur les 8 dernières années, la France a donné 24 milliards d'euros et a reçu à peu près 15, dont 9 de PAC. Ça veut dire que chaque année, 0,5% de notre PIB. Ça veut dire que chaque année, on donne 8 à 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que l'on en reçoit. Et non. Mais si, ça c'est faux. En fait, c'est vrai. C'est faux puisqu'il y a déjà la PAC qui. Non, mais ce que vous dites est faux, madame. Ah non, mais écoutez, bon. On va aller voir les chiffres. Ça, c'est le premier point. Mais non, mais attendez, c'est pas un premier point, c'est extrêmement important. Oui, mais est-ce que la contribution de la France n'est pas plus importante que ce qu'elle reçoit? Oui, elle l'est. Et les chiffres ont été donnés, de 7 à 8 milliards. Mais la France reçoit aussi beaucoup, parce que pour la politique agricole, nous sommes le premier bénéficiaire. Donc ça veut dire que les Français donnent chaque année 8 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'ils n'en reçoivent. Ça veut dire que lorsque l'on sera sorti de l'Union européenne, on pourra toujours donner les subventions directes mais aux agriculteurs. Mais cette fois-ci, on les donnera directement, avec le drapeau bleu, blanc, rouge et pas le drapeau bleu aux étoiles d'or, et on aura 8 à 9 milliards d'euros de plus. Sauf que ça nous coûtera plus cher de commerce, on va pas faire de bataille de chiffres. Oui, non, mais attends, de plus. À un moment, on s'est dit, c'est les classes moyennes qui vont trinquer. C'est-à-dire que c'est pas le système financier qui a payé le prix de la crise, c'est les classes moyennes. Ça s'appelle l'austérité budgétaire. Alors en France, elle n'a pas pris la même forme qu'en Italie, en Espagne, en Grèce, où là on a baissé les salaires, les pensions, les prestations sociales. Parfois on les faisait disparaître. Ça s'est manifesté par l'austérité fiscale. C'était le matraquage fiscal. Le ras-le-bol, d'où le ras-le-bol fiscal. Ça a été dit par d'autres que moi. Donc Et cette politique-là, que ce soit M. Sarkozy, M. Hollande, M. Macron, c'est toujours la même. Donc les gens votent, ils espèrent, et à chaque fois on revient à la même politique. Voilà. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas de rupture avec les fondamentaux de l'Union européenne, qui a décidé de faire payer les conséquences de la crise, alors qu'ils n'ont aucune responsabilité dans cette crise, à la population. Parce que dans le système actuel, et l'ancien ministre de l'économie peut l'attester, dans le système actuel, quand vous votez, vous êtes obligé de faire le contraire. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il y a un nouveau président français qui est élu, il prend son avion pour Berlin, pour Bruxelles, et c'est terminé. D'ailleurs, qu'est-ce que dit Monsieur Juncker? Il dit la démocratie ne peut pas aller contre les traités. Et que dit Madame Merkel? Elle dit finalement la démocratie doit se conformer au marché. Voilà. Donc vous avez là la question centrale de ce qui nous attend. Ça va être la question qui va venir, la question qu'un pays comme le nôtre, un grand pays, une grande puissance, va devoir certainement décider de prendre des décisions qui n'ont aucun rapport avec l'habitude, la routine et le conformisme. Parce que tout cela nous mène à l'explosion sociale. On est pieds et poings liés par les traités, par l'Union européenne? Bien sûr, puisque ce sont des traités qui ont été faits pour empêcher les gouvernements d'être libres de leurs mouvements. C'est des traités qui ont transféré une souveraineté quelque part, on ne sait pas trop où, donc vous avez des commissaires européens qui adressent des notes au budget, au ministre du budget de chaque pays, voilà. Et donc évidemment, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Sur ce que nous pourrions faire dans le cadre d'une riposte bien entendue sur les lois extraterritoriales américaines. D'abord, dans le cadre des négociations au plus haut niveau, l'Union européenne ne s'est jamais emparée de ce sujet. Sur l'antidumping, puisque vous savez que les procédures de défense antidumping relèvent du dialogue Commission-Conseil et qu'il n'y a pas de majorité au Conseil pour faire prévaloir même les propositions les plus audacieuses de la Commission, quand il faut passer de 16% de droits de douane anti-dumping sur de l'acier spécial chinois à 30%, c'est-à-dire rien. Trump, lui, décide tout seul de mettre 250%. Quand il y a une attitude de dumping, et après on plaide devant l'organe de différend de l'Organisation mondiale du commerce.
Nous, on n'arrive pas à avoir une majorité pour faire ça. Pourquoi? Parce que chaque pays européen a des intérêts différents et divergents vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Les Allemands ne veulent pas d'anti-dumping parce que, eux, leur seul horizon, c'est combien vont-ils vendre de voitures aux États-Unis et en Chine. Et là, ils savent très bien qu'il y en a un des deux, il va falloir choisir. Donc nous n'avons pas de process de décisionnaire européen. C'est une grande paralytique, l'Union européenne, sur la question économique. Donc nous n'avons pas de protection. Donc il faut revenir aux États. Et puis tant pis. Nous prendrons nos mesures et nous tenterons. Vous savez, la France en a vu d'autres. Hein. Elle pourra prendre les moyens de se défendre et de reconstituer son potentiel économique. Ça prendra 10 ans. C'est l'œuvre d'une génération à venir, qui n'est à l'évidence pas celle-là, qui vont, comme cette prise de conscience-là est transpartisane, elle concerne tous les parlementaires, les citoyens, eh bien je crois que c'est cet espoir qu'il faut nourrir. Est-ce que les lois sont suffisantes? Pour moi, oui. Vous avez tout l'arsenal. Il manque juste des gens pour les appliquer. D'où l'action du Parlement qui doit être, à mon avis, plus agressive, plus offensive sur son contrôle. Donc, je ne peux que vous y encourager. Monsieur Grémillet, sénateur, a posé la question du réarmement de l'Union européenne. J'ai un peu répondu en vous disant que l'Union européenne ne sait pas prendre de décision et est profondément divisée dans la guerre économique mondiale. Donc vous n'aurez pas d'autre solution pour nous défendre, non pas d'attendre comme Godot que l'Union européenne veuille bien nous défendre, mais nous n'aurons pas d'autre solution que d'avoir des stratégies nationales en attendant d'eux. Exemple, taxe GAFA. Pareil. Il va falloir prendre notre courage à deux mains, affronter le monde, seul, pas passer notre vie à dire que l'Union européenne nous protège, elle ne nous protège pas, elle nous met à nu face à l'adversité. C'est le cas dans l'agriculture, c'est le cas de l'industrie. Les chevaux de Troie sont multiples grâce à l'Union européenne. Au lieu de nous protéger, elle nous empêche de nous organiser. Donc moi, je n'ai pas du tout la croyance que l'Union européenne pourrait nous protéger. Ça, c'est une fable qui a été racontée pour entretenir une fausse religion. Mais pour moi, la réalité, c'est que nous avons une urgence nationale qui est la défense de nos intérêts, qui est un intérêt supérieur à tous les autres, parce que le pain des Français, c'est l'économie. Hein, les fins de mois des Français, c'est l'économie. Et la puissance de la France, c'est l'économie. Donc si on ne s'en occupe pas, qu'on attend que l'Union européenne veuille bien ceci, veuille bien cela, mais écoutez, je vous donne rendez-vous dans 10 ans et on sera à 5%, là où nous sommes encore à 10%. Voilà. Donc je n'y crois pas. Alors maintenant, si on veut bien m'en convaincre, peut-être, mais je n'ai pas l'expérience de quelque chose qui pourrait m'en convaincre. J'en suis désolé, et comme je parle à titre purement personnel et tout à fait librement, je vous donne mon sentiment, puisque vous avez eu la gentillesse et vous m'avez fait honneur de me le demander. Alors après, vous me posez la question de la privatisation d'Aéroports de Paris. Moi, je suis opposé à toute forme de privatisation de monopole. Un monopole public est sous le contrôle du Parlement. Un monopole privé n'est sous le contrôle de personne. Et donc, comme c'est un monopole, quel est le contre-pouvoir qui s'applique? Aucun, s'il est privé. S'il est public, si vous aviez si l'État avait encore les autoroutes, nous pourrions intervenir sur le montant des péages, qui est un sujet de société fondamental. Ou nous pourrions dire, on augmente les péages sur les usagers de l'autoroute pour financer telle ou telle chose, ce qui était d'ailleurs le cas. Donc, Aéroport de Paris, écoutez, c'est assez simple. Il y a eu 36 aéroports qui ont été privatisés dans le monde. Une minorité. Les résultats, c'est assez connu. On voit que toutes les taxes d'atterrissage, les droits, les redevances infligées aux compagnies aériennes ont bondi et ont donc provoqué des optimisations de profit pour les investisseurs dans les aéroports, ce qui est normal. Vous leur donnez le pouvoir de le faire, pourquoi se priveraient-ils? Et donc la régulation n'existe pas. Voilà. Voilà.
Donc moi, je suis tout à fait opposé à cette privatisation et je vais signer l'appel au référendum. Parce que c'est comme citoyen, j'ai le droit de le faire, je crois. Voilà. Et j'invite tous les citoyens à se joindre à cette initiative. Après, on débattra. La décision sera prise par les Français. On ne peut pas en préjuger, mais je donnerai mon point de vue. Puisque vous m'autorisez à le faire, je le fais. Pardonnez-moi, mais du coup, une autre question me vient. En parlant de conglomérat, on va dans quelques temps être questionné sur finalement un démantèlement d'EDF, en tout cas une modification d'EDF, qui va probablement se spécialiser par grande activité. Est-ce que ce n'est pas contraire à la position que vous venez d'évoquer? J'ai pas compris à quoi ça servait. Voilà. J'ai pas compris. Alors, j'ai pas les informations. Je vais essayer de me renseigner, mais je n'ai pas compris quel est l'objectif. Quand on a, je rappelle que l'électricité, comme les chemins de fer en France, était historiquement avant la guerre, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, étaient des sociétés privées éparpillées sur le territoire. On a constitué un réseau de manière à optimiser sa gestion. Quand vous avez un réseau, je ne vois pas pourquoi vous le coupez en tranches et revenir à la situation antérieure. Public, privé, ceci, cela. Regardez ce qu'ont fait les Allemands. Quand l'Union européenne avait obligé qu'on découpe le réseau de l'exploitation du réseau ferroviaire, eh bien, finalement les Allemands ont dit non, pas du tout, nous on refuse ces histoires, c'est du sanskrit de talibans du droit européen, hein, c'est à peu près ça. Et donc nous, on n'en veut pas, on garde Deutsche Bahn en une seule entité. Nous, on a fait quoi? On a coupé en deux, conformément, parce qu'on est les bons élèves de l'Europe, malheureusement, et on a fait deux structures. Vous avez RFF et SNCF. Et RFF a accumulé de la dette et a commencé à faire infliger à SNCF le prix de sa dette, puisque c'était déconnecté. On construisait des lignes de façon déconnectée de leur exploitation. C'est complètement idiot. En disant qu'un jour, on va faire la concurrence sur les lignes. Ben, la concurrence, d'accord, mais enfin, la concurrence, c'est toujours la baisse des coûts. Or, la dette, c'est la hausse des coûts. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas mettre tout ça? Eh bien, finalement, on a refait cette unité-là. Bon, donc, et là, on va démanteler l'EDF, ne vous inquiétez pas. Dans 10 ans, on va le remettre. Voilà. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Quand vous avez un acteur unique, et d'ailleurs monopolistique, quasi monopolistique, de production d'électricité, et c'est normal, qui, aujourd'hui, peut financer la construction de centrales? Pas Direct Énergie, non, ils n'ont pas les moyens, puisque ce sont des serviciels, hein, ils font du service à l'usager. Donc, ça n'a aucun sens, et donc c'est en effet le contraire de ce que nous devrions faire. Nous devrions faire des conglomérats. Donc EDF, par exemple, devrait racheter le nucléaire d'Alstom. Ça, c'est une bonne proposition. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà pour cette audition d'Arnaud Montebourg au Sénat sur la suppression de 1000 emplois annoncés par l'américain General Electric dans ses usines françaises. L'ancien ministre du redressement productif a affirmé que s'il était aujourd'hui au pouvoir, il demanderait l'annulation de la vente de la branche énergie d'Alstom à l'américain. Une vente réalisée en 2014 et selon Arnaud Montebourg, l'annulation est permise par les textes de l'accord. L'ancien ministre de l'économie considère également qu'il faut une stratégie protectionniste pour préserver l'industrie française en proie aux intérêts étrangers et notamment à la pression américaine.